Eh bien, bonjour, bienvenue sur OTV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Guy Pennec. Est-ce que vous pourriez vous présenter ainsi que votre structure en quelques mots? Donc, Guy Pennec, président de la commission locale de l'eau du SAGE Léon Trégor, sur la partie du quart nord-est du Finistère pour situer où ça se trouve à la limite des Côtes d'Armor, côté Manche, donc le Finistère Nord. Je suis également vice-président de Morlaix Communauté sur les cycles de l'eau et la biodiversité, et puis maire d'une commune rurale et suburbaine à vocation laitière. Une Donc, commune qui s'appelle Plourin-les-Morlaix, 5000 habitants. donc, vous êtes président de la commission locale de l'eau. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce qu'est la commission locale de l'eau et ce qu'est un stage, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Alors, un sage décline les grandes orientations du SDAGE. Le SDAGE Loire-Bretagne couvre notre territoire et le sage décline les grandes orientations de ce SDAGE. Et le sage Léon Trégor s'inscrit dans la lignée des 20 sages bretons à travers une association des présidents de clés de Bretagne. Et nous travaillons sur les mêmes thèmes avec de nombreuses réunions d'échange autour de la préservation et la qualité, l'amélioration de la qualité des milieux aquatiques et de la biodiversité. Donc, les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau sont pilotés par la commission locale de l'eau, donc vous êtes le Voilà. président. Quelles sont finalement les actions ou les diagnostics du territoire qui ont été à l'origine de la mise en place de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux? Alors, les sujets qui nous ont amenés à dresser une feuille de route, un PAGD, une feuille de route du sage Léon Trégor, concernent 6 grands thèmes: l'amélioration de la qualité de l'eau, la préservation du littoral, l'amélioration de la fonctionnalité des milieux aquatiques et naturels, la sécurisation de la ressource en eau potable, qui est un gros sujet sur notre territoire, la lutte contre les inondations fluviales, et également la lutte contre les submersions marines et l'érosion du trait de côte. Je vous précise que notre clé fonctionne tout à fait correctement avec de nombreuses réunions. L'ensemble des collèges, des 3 collèges, se réunit à peu près 4 fois par an avec des commissions thématiques et un bureau exécutif qui se réunit à peu près tous les 2 mois. Comme vous m'aviez pu m'en parler, votre territoire, finalement, géographiquement, regroupe un petit peu 2 sous-territoires et votre commission, elle a la particularité de pouvoir rassembler finalement toutes ces euh, personnes, en fait, à la fois morales et politiques autour des thématiques que vous avez évoquées. Complètement. Historiquement, le territoire est séparé justement d'une partie Trégor et d'une partie Léon, la rivière de Morlaix, marquant une limite virtuelle qui n'en est pas une réellement. Et la clé est une formidable occasion de réunir tout le monde, un peu à l'image des waterboards hollandais, où tout le monde se retrouve autour de la table, pas pour dresser des constats et des diagnostics ou refaire l'histoire, mais pour voir comment on peut s'adapter, s'emparer des sujets et apporter des débuts de réponse ou voir mieux les résoudre. Alors, le territoire, lui, fait à peu près 1100 km². Ce n'est pas un très grand territoire, mais il est irrigué par de nombreux petits ruisseaux qui ont l'aspect des côtiers bretons. C'est un ensemble soit de petits fleuves en estuaire et de rivières qui font toutes de 20 à 25 km de long. Comme nombreuses personnes le savent, en fait, la particularité de la Bretagne, c'est que vous êtes un petit peu à l'origine de beaucoup de production agricole. Euh, et donc, justement, au niveau de finalement les impacts alors, agricoles et non agricoles, parce qu'il y a d'autres impacts, il y a des questions sur les pesticides qui se posent. Et quels sont finalement les pesticides ou d'autres problèmes de qualité d'eau? Quelles sont les questions de qualité d'eau qui se posent sur votre territoire? Le grand sujet, je dirais pas emblématique, mais qui fait la une de la presse, ce sont les programmes de lutte contre la prolifération des algues vertes. Euh, nous sommes attachés à apporter des solutions, à apporter des boîtes à outils innovantes dans le cadre de ces plans de lutte contre la prolifération des algues vertes, de manière à pouvoir concilier et adapter l'agriculture aux enjeux de demain.
Les grandes actions que l'on développe vont être liées à la bactériologie, aux nitrates, au phosphore, aux pesticides, bien sûr. Et pour atteindre le bon état des masses d'eau fixées dans le SDAGE Loire-Bretagne, à l'horizon 2027, voire un horizon repoussé pour certaines masses d'eau. Effectivement, la particularité de votre territoire, c'est que vous avez un côtier et des activités en bord de mer. Celles-ci sont notamment impactées par, je dirais, les polluants qui traversent les cours d'eau. Voilà, une activité touristique littorale importante, puisque la population présente sur le territoire du Sage passe de 105 000 à 140 000, 150 000, voire 160 000 habitants l'été. Alors, évidemment, les impacts, comme les marées vertes, mais les impacts comme les pollutions bactériologiques avec des fermetures de plages, eh bien, ça fait parler et ça fait la une des journaux. Mais il y a un travail considérable qui est fait depuis des années avec le monde agricole. Et il faut savoir que cette présence de nitrates dans les eaux, c'est la conséquence d'une production massive entamée dans les années 60, où il fallait répondre aux besoins alimentaires de la population française à bas prix, et l'agriculture bretonne a répondu. Mais comme aujourd'hui, elle est tout à fait consciente des enjeux et elle répond en s'engageant aux côtés des opérateurs de terrain, aux côtés d'une commission locale de l'eau, sur des outils innovants et des expériences innovantes. Et justement, est-ce que vous pourriez détailler un petit peu les opérateurs terrain et les actions qu'ils ont pu mener donc sur ce sujet des pollutions? Alors, deux opérateurs de terrain sur le territoire, le syndicat mixte de l'Orne et Morlaix Communauté, une communauté qui s'est dotée de toutes les compétences en matière de petits cycles et de grands cycles, avec des schémas directeurs eau potable, assainissement, eau pluviale en place, avec une stratégie du grand cycle à travers les contrats territoriaux de l'Agence de l'eau et du plan territoire Haut-Bretagne, tout comme le syndicat de l'Orne s'inscrit dans les actions gémapiennes et hors gémapiennes soutenues par l'Agence de l'eau. Alors, sur la bactériologie, aujourd'hui, nous avons deux enjeux. C'est les entérocoques fécaux, c'est les E. coli et la problématique des norovirus qui impactent les activités conchilicoles sur la Grande Baie de Morlaix. La Grande Baie de Morlaix, c'est le deuxième site conchilicole Nord-Bretagne, de la coquille Saint-Jacques, des coques et des palourdes. Sur la prolifération des algues vertes, eh bien, nous avions un objectif fixé dans le premier plan, puis dans le deuxième plan. On devait atteindre 25 mg litres en moyenne. Et puis, nous visons les 20 mg à l'horizon 2027. Il y a un travail énorme fait par les agriculteurs, à la fois sur le phytosanitaire, mais à la fois sur le nitrate. Mais c'est clairement les actions agricoles aujourd'hui, puisque nous sommes dans un territoire majoritairement mixte en lait et viande, c'est la pousse de l'herbe, c'est le pâturage et c'est le meilleur système de loin, donc c'est la réduction du part de maïs. Sur la zone légumière, les enjeux sont différents. On va être de suite sur les herbicides, voire pesticides. Ce que beaucoup de gens du grand public, de personnes du grand public ignorent, c'est que la recherche agricole non OGM permet aujourd'hui de faire de la culture de choux sans pesticides, mais très peu de gens le savent. Donc, il est possible de concilier un niveau de production avec une amélioration et une qualité de nos eaux. Mais c'est un travail de longue haleine. Nous avons par exemple en action directe menée avec le centre de recherche sur l'eau, le centre scientifique breton, le CRESEB, eh bien, une étude sur le transfert de l'azote en nappe souterraine. Et on voit bien que le temps de résilience des bassins versants, il est de l'ordre, tenez-vous bien, de 10 ans à 40 ans. Aujourd'hui, le nitrate que l'on retrouve dans le cours d'eau, suivant la saison et suivant le flux, eh bien, il peut être âgé de 40 ans au maximum.
Donc, vous voyez, le temps de résilience est très long et que le temps d'attente du grand public n'est pas l'échelle de temps de la nature. Et donc, ça fait un certain temps maintenant que les actions ont commencé sur la Bretagne pour agir, donc pour limiter ces polluants. Concernant les pesticides, je vois que vous avez développé, en tout cas avec vos opérateurs, plusieurs actions. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, on a développé une action avec l'aide de l'Agence de l'eau qui finance massivement cette action, c'est les paiements pour services environnementaux zéro herbicide sur les cultures légumières, sur 3 bassins versants. Le paiement de services environnementaux, il est très simple, il est très souple. En contrepartie de l'engagement agri-environnemental de l'agriculteur, d'utiliser zéro herbicide. Nous l'accompagnons dans la démarche, ainsi que la Chambre d'agriculture qui a une mission de prestation d'accompagnement, mais également nos propres services font de l'accompagnement. Ce sont 51 agriculteurs qui se sont engagés pour ne plus utiliser d'herbicides en culture légumière, mais au-delà du phyto, qui n'est plus utilisé, eh bien, ils ont installé des efface-traces derrière les roues des tracteurs pour favoriser l'infiltration de l'eau à la parcelle, pour casser le cheminement de l'eau, le cheminement érosif de l'eau. Et de nombreux agriculteurs se sont lancés sur la reconstitution du bocage en zone littorale. Donc, avec une mesure destinée au zéro herbicide, on arrive à une triple action. Ce sont des sommes assez importantes que l'agence engage, puisque sur 5 ans, elle engage 1 700 000 €. Il reste à charge, bien sûr, des collectivités, donc du syndicat mixte de l'Orne et de Morlaix Communauté, un autofinancement qui concerne une partie des postes d'animateurs et de conseils agréés. Donc, au-delà de l'action sur le bocage et les outils agricoles, je trouve aussi une action sur le diagnostic, finalement, de sensibilité des territoires. Exactement. C'est que les diagnostics de parcelles à risque, ce qu'on appelle en jargon le DPR2, eh bien, identifie les parcelles justement qui, par rapport au milieu aquatique, par rapport à la rivière, constituent des parcelles qui constituent un enjeu par le système d'exploitation qui est sur cette parcelle. Donc, ça va du transfert de sédiments à la lutte contre le phytosanitaire et donc au bénéfice du milieu naturel, de la zone humide ou de la rivière qui se situe en contrebas. Ces DPR2 sont souvent accompagnés d'analyses de sol, parce que nous accompagnons également les agriculteurs par des analyses de sol à la parcelle, suivant les types de cultures. Et ce DPR2 nous donne une possibilité d'action bien plus large, puisque par cette entrée de DPR2 à vocation uniquement agricole, sur les parcelles à risque, sur les transferts de parcelles à risque, eh bien, nous sommes arrivés à pouvoir utiliser un outil satellitaire et un outil numérique qui identifie justement l'érosion des parcelles et qui nous aide à trouver les meilleurs emplacements pour recréer du bocage ou déplacer le bocage existant. Parce que des fois, il y a des talus qui servaient uniquement de limite de propriété, qui ne sont pas anti-érosifs ou anti-ruissellement. On discutait juste avant effectivement de vos réalisations et vous avez souligné que vous arriviez donc à faire une vingtaine de kilomètres de bocage par an. Vous n'arriviez même plus à satisfaire la demande. Et on voit que vous avez aussi 50 agriculteurs qui sont engagés auprès de vous. Quel est votre secret finalement pour arriver à créer ce partenariat avec l'agriculteur? Je dirais, il n'y a pas de secret, c'est de la pratique. C'est de la pratique de confiance qui est installée depuis déjà longtemps sur le territoire. Pour moi, élu, ce qui est important, c'est cette prise de conscience que l'activité agricole représente la valeur ajoutée la plus importante que l'on ait sur notre territoire et que nous sommes donc dans une obligation à la fois environnementale, économique et agricole pour pouvoir concilier l'ensemble des usages et arriver à l'atteinte de la bonne qualité des masses d'eau. Parce que c'est l'enjeu commun que l'on puisse partager ensemble. Demain, sans les agriculteurs,
Nous n'arriverons pas à gagner le pari du bon état écologique des masses d'eau. Et donc là, finalement, l'accompagnement financier, parce que souvent, en fait, c'était une des questions qui posait un problème pour l'adhésion. En fait, l'accompagnement financier, finalement, là, est suffisamment intéressant. Et vous avez déployé une animation peut-être aussi particulière pour permettre de créer ces bons contacts. Bien sûr, la confiance, elle ne s'instaure pas comme ça, par magie. C'est de nombreuses réunions. Moi, j'en voudrais juste pour témoin que premier match de la Coupe du Monde, France-Australie. Ce soir-là, nous organisons une réunion à la fois par les agriculteurs concernés, pour les agriculteurs concernés par le PSE sur une partie du territoire et surtout pour le bocage. Eh bien, il y avait 40 agriculteurs présents à la réunion. Vous voyez, donc cela traduit cet engagement, mais ça passe par de l'animation, des postes aussi, que la collectivité puisse financer des postes d'animateurs, c'est extrêmement important. Alors, je voulais vous dire que clairement, il faut une volonté politique. Il faut une volonté politique pour que soit sur le prix du mètre cube d'eau, soit sur le budget principal, soit sur volonté de créer une politique locale agricole, eh bien, il y ait de l'argent mis sur la table. Parce qu'on travaille avec des exploitations qui ont une activité économique. Il n'est pas question de déséquilibrer l'exploitation sur le plan économique, qui, pour une partie d'entre elles, ont déjà pas mal de difficultés et sont en équilibre très fragile. Donc, il faut savoir qu'est-ce que l'on veut comme système d'exploitation et quelle agriculture que l'on veut demain voir dans nos campagnes. Il y a d'autres actions qui sont prévues, complémentaires dans l'avenir? Oui, de nombreuses actions. Alors, je n'ai pas parlé d'hydromorphologie des cours d'eau, de restauration, de renaturation des cours d'eau, de continuité écologique, mais il y a une action importante à nos yeux aujourd'hui qui est menée sur les estuaires. C'est la qualité des eaux estuariennes, puisque au fond, les estuaires sont les thermomètres de la bonne santé des masses d'eau terriennes, des masses d'eau de rivières et des nappes souterraines. C'est bien un travail d'aménagement des bassins versants. Et là, actuellement, nous soutenons les travaux de chercheurs sur la qualité des eaux estuariennes au niveau des micropolluants, par une étude scientifique, par une thèse qui est en voie d'achèvement, qui travaille sur la présence des micropolluants à travers un poisson qui s'appelle le flette, qu'on retrouve de Norvège au Portugal dans les estuaires et dans la vase, un poisson, une petite plie tout simplement, qui remonte en eau douce. Et à partir du muscle et de l'otolite de l'oreille interne de ce poisson, on peut retracer tous les marqueurs qui influent sur un stress immunitaire, soit un stress reproducteur. Voilà, et ça nous permet d'avoir une prospective sur les bassins versants, de remonter dans les bassins versants sur l'origine de ces micropolluants, et avec un deuxième enjeu qui est l'enjeu bactériaux. Je reviens sur la bactério parce qu'aujourd'hui, notre premier souci, c'est de pouvoir limiter la pollution bactériologique littorale provoquée par les assainissements collectifs et par les assainissements individuels. Donc des très grosses mises aux normes, des programmes d'investissement lourds. Dans le Finistère, il y a une démarche des services de l'État, une démarche très volontariste des services de l'État qui nous accompagne sur toutes ces questions. Mais y compris sur les questions agricoles, y compris sur l'hydromorphologie, au niveau de la renaturation des rivières, des zones humides, je vais dire des décharges sauvages, et également de l'apparition de cultures sous serre et donc les à-coups hydrauliques provoqués sur les cours d'eau, soit par l'imperméabilisation des sols, ça peut être des serres, mais pas que, par l'urbanisation aussi des communes. Et du coup, le type d'action auquel on arrive, ce sont des actions transversales sur l'ensemble des cycles de l'eau. On ne se limite pas uniquement à ce qu'on appelle la GEMAPI ou le hors-GEMAPI, on y inclut aussi le petit cycle de l'eau et l'aménagement urbain. La particularité de votre bassin, c'est finalement d'avoir pu mettre en place des paiements pour services environnementaux, ce qui n'est pas encore très développé. Si quelqu'un était intéressé par finalement mettre en place un paiement pour service environnemental, vous lui conseilleriez de procéder comment? Auprès de qui faut-il s'adresser pour
pouvoir mettre en place ce genre de paiement? Dans le cadre des plans algues vertes, nous avions mis en place ce qu'on appelait une boucle vertueuse. Et cette boucle vertueuse, comme le paiement pour services environnementaux, vise à reconnaître l'implication de l'agriculteur dans des mesures à caractère agro-environnemental et de rétribuer en contrepartie des travaux agricoles. Là, c'est dans les paiements pour services environnementaux, c'est de rétribuer directement financièrement au soutien de l'agriculteur une perte sur sa marge brute ou nette avec une garantie d'efficacité et de résultat auprès de l'agriculteur ou auprès de l'acteur qui modifie son comportement à but agro-environnemental. La boucle vertueuse va au-delà de ça. C'est-à-dire que l'on rend par des travaux agricoles qui sont monétarisés par des points acquis par l'agriculteur en fonction de son niveau d'engagement dans la mesure agro-environnementale, eh bien on le rétribue des chèques qui vont permettre de faire des travaux chez l'agriculteur par des ETA ou des CUMA. Ça peut aller du sursemis à de la fauche sous clôture, mais de l'aménagement de paddock, de l'abreuvement pour supprimer les abreuvements en rivière, du circuit d'eau, du plan de gestion de bocage, tout un tas de pratiques, voire du remplacement pour congé. Donc, il faut voir ces mesures de paiement pour services environnementaux d'une manière beaucoup plus globale et plus large, parce que une exploitation agricole est un acteur majeur dans nos territoires aujourd'hui. Donc, il a toute sa place et il faut reconnaître son importance. Et à travers la boucle vertueuse du plan algues vertes et à travers les prestations de services environnementaux, c'est une reconnaissance que l'agriculteur est un acteur majeur de l'aménagement du bassin versant. Il n'y a pas que les collectivités, il y a aussi les agriculteurs. Et donc, pour mettre en place ce paiement pour service environnemental, vous avez compté sur quels acteurs principaux, en fait? C'est l'Agence de l'eau qui a initié sur notre territoire ce paiement pour service environnemental zéro herbicide. Mais l'Agence de l'eau répond en compagnie de la région, accompagnée de la région et du département, sur d'autres programmes auprès des agriculteurs. On touche plus de 1200 agriculteurs sur le territoire du Sage. Quelles seraient selon vous en fait les choses à faire évoluer au niveau réglementaire ou au niveau fonctionnement de l'administration, en fait les leviers qu'il faudrait essayer de développer ou d'actionner pour rendre encore plus efficace ce genre de pratique? Alors, sur les mesures agro-environnementales, donc nos opérateurs de terrain accompagnent les agriculteurs dans le montage du dossier administratif, mais encore insuffisamment. Il faut accentuer. Il serait idéal d'avoir un guichet unique et que l'ensemble des financeurs institutionnels se mettent d'accord sur des programmes communs, parce que chacun avoir son programme, c'est autant de dossiers qui sont multipliés, autant de demandes de subventions, autant de justificatifs qu'il faut produire. Ça complique malgré tout le travail de terrain. La deuxième chose, c'est l'accompagnement des services de l'État. Ça ne sert à rien de faire du régalien et du répressif. Il faut absolument que l'État aussi ait les moyens, se donne les moyens dans ses services d'accompagner, comme c'était le cas, comme ça a eu été le cas, d'avoir des moyens humains pour nous accompagner. Il est sûr qu'aujourd'hui, dans les services préfectoraux, les agents font parfois des miracles pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins des collectivités, être présents aux réunions, être conseil, être aussi censeur parfois sur ce qui leur est présenté, pouvoir intervenir eux-mêmes dans leur cadre régalien, et ils sont en nombre insuffisant. C'est pas avec quelques inspecteurs ICPE IOTA, c'est pas avec quelques agents dans plusieurs services que l'on va y arriver. Il faut absolument doter les services de l'État de moyens. Ça, c'est une demande. Puis je dirais que c'est aux élus locaux de s'emparer du sujet sur la question des acteurs économiques et des acteurs agricoles. Nous le faisons,
peut-être pas suffisamment encore. On n'a pas pris conscience du coût-bénéfice, de l'impact agro-environnemental que l'agriculteur peut nous apporter. Je vous donnerai un exemple précis. Morlaix, des inondations récurrentes, des grandes inondations récurrentes, on va dire tous les 15-20 ans, et puis des inondations plus régulières, des inondations de type décennal ou vingtenal. Il faut savoir que l'ensemble des études menées amènent un coût-bénéfice manifeste pour lutter contre ces inondations par la mise en moyen d'actions. Mais la première action, c'est bien l'aménagement des bassins versants, c'est-à-dire la rétention, les zones humides, l'hydromorphologie, le fonctionnement naturel de la rivière et des milieux qui vont avec, et du limageur, tout simplement. Au niveau européen, il y a des réflexions sur l'évolution de la PAC. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'au niveau local, votre côté, vous avez un avis sur la déclinaison de la PAC par rapport justement à vos objectifs d'amélioration de la qualité de l'eau? La PAC doit se verdir et reconnaître l'effort agricole. Alors, je prends par exemple sur le bocage, il y a eu des mesures de prise reconnues par la PAC, mais insuffisantes à mon sens. Et l'on voit parfois des mesures par rapport à la directive nitrate. Entre autres, on est arrivé à des mesures contradictoires. C'est-à-dire que on favorise, nous, les systèmes herbagés en mixte bovin-lait, viande-lait, et on a pu voir que les plafonds organiques, ils avaient un tout petit peu dérapé les années passées. Eh bien, pour terminer, nous avons fait le tour un petit peu de vos actions, et notamment, on vous a parlé de la commission locale de l'eau. Concernant la commission locale de l'eau, les sages, selon vous, est-ce qu'il y aurait des évolutions à prévoir pour optimiser, ou en tout cas faciliter votre travail? Bien, à mon sens, une des évolutions principales qui devrait se produire, c'est la reconnaissance juridique de la commission locale de l'eau, parce qu'actuellement, il faut que la commission locale de l'eau soit portée soit par un syndicat mixte, soit par un pays, comme c'est le cas chez nous, soit par un syndicat ou un EPAGE, un EPTB. Et c'est délicat, le fonctionnement est délicat, sans personnalité morale, sans reconnaissance juridique. Et la deuxième chose qui serait, à mon avis, judicieuse de mettre en place, c'est la reconnaissance de personnes qualifiées, de personnes publiques qualifiées et associées à l'élaboration des SCOT et de tous les documents d'aménagement et d'urbanisme. C'est pas toujours systématique. Sur notre territoire, c'est le cas, mais c'est pas une démarche qui est systématique bien souvent sur d'autres territoires. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.